Je m'attendais à ce qu'il se passe autre chose dans cette ville que les affaires autour de Norman et sa mère, mais je m'attendais pas à ce qu'on en fasse autant, en fait. Alors, on met en place pas mal de points sur l'organisation de la ville où ils ont atterri, en fait, et comme quoi c'est plutôt une sorte de repère mafieux, presque. Ça va être un peu la mise en place sur laquelle on va devoir un petit peu se caler dans la saison 1, tout du moins, mais j'ai le sentiment sur plus que ça, mais on verra bien. En tout cas, cet épisode commence sur le retour du grand frère Dylan. Dylan, un personnage dont on avait parlé de l'épisode 1 et que j'ai pas évoqué parce que c'était assez anecdotique par rapport à ce qui se passait, mais oui, c'est un petit peu important de pointer que c'est pas non plus de nulle part que ça sort. Voilà, il a un grand frère, Norman, qui s'appelle Dylan. Alors bon, pas comme dans les films, hein, parce que c'est clair et net que c'était pas du tout précisé, mais... ouais, c'est un cas un peu particulier. C'est quelqu'un qui déteste sa mère, hein. Apparemment, de son point de vue, elle l'a complètement laissé tomber, étant donné qu'elle s'est remariée avec un autre gars pour avoir Norman, donc ils sont seulement demi-frères. Et de son point de vue, étant donné qu'elle a beaucoup plus chouchouté son second fils que son premier, ben il l'a assez mal. Et on va créer un petit peu cette espèce de... cette grosse animosité au fur et à mesure de l'épisode, alors qu'il viendra et que Norman et Norma ne sont pas super fans du personnage. Et c'est pas trop mal fait pour faire comprendre les deux points de vue, parce que même si on sait ce qu'il va advenir des deux personnages, on essaye quand même de faire de Norman et de Normal les deux protagonistes, plus ou moins, ceux qu'on veut suivre jusqu'au bout à un certain degré, même si Norma peut-être pas jusqu'à la toute fin, mais quand même pendant un petit moment, je pense. Donc, le fait qu'il soit là, qu'il les emmerde un petit peu, c'est compréhensible qu'il puisse être un petit peu irritant pour le spectateur aussi, qui se met à la place des protagonistes, mais en même temps, c'est difficile de ne pas comprendre d'où ça vient. Ce moment où il lui reproche ce qu'elle ne lui a pas donné et comment ça se fait que tout d'un coup elle a beaucoup de fric grâce à l'assurance vie de son deuxième mari alors que pendant toute son enfance à lui, eh ben, il vivait de pas grand chose. C'est quelque chose qui se ressent un petit peu bien, tu ressens un petit peu cette frustration du gars qui sent que il n'a pas été autant aimé que le second jet, on va dire. Cette partie-là est pas mal faite, mais on sent aussi que c'est un petit peu un cassos, le gars, quoi. Il est du genre à claquer du fric, à faire des jobs pas nets, et s'il vient ici, c'est parce qu'il a nulle part où aller, quoi. Il n'a pas d'argent, pas d'emploi, c'est un petit peu le problème. Et il va un tout petit peu casser l'ambiance. Et je dois avouer que je suis un peu ennuyé que ça vienne directement de l'épisode 2, en fait. C'est un truc qui aurait gagné à être plus fort si c'était tombé un peu plus tard, si on l'avait teasé plus qu'un épisode, et que, je sais pas, durant l'épisode 4 ou 5, il arrive, quoi, un truc comme ça, mais dès l'épisode 2 quand même. Donc on va faire pas mal de trucs autour de lui. À un moment donné, un conflit assez violent entre lui et Norman, lorsqu'il voit qu'il l'a répertorié en appel comme la salope. Et étant donné qu'il a cette espèce de lien un peu particulier avec sa mère qu'on a un tout petit peu appuyé, mais pas à ce point dans l'épisode 1 là qu'on essaye vraiment d'appuyer, comme quoi il y a une petite tension sexuelle entre eux, même s'ils sont pas prêts à reconnaître qu'il faut qu'il y a un truc entre eux en fait. Il y a quelques petits moments qui sont assez impactants là-dessus. Ouais, on sent qu'il est très protecteur envers elle et il supporte pas ça et donc il se frite pas mal à un niveau où... honnêtement, il est en mode j'essaie de lui fracasser le crâne avec un marteau, quoi. Mais bon, Dylan, il est réactif et il lui pète la gueule rapidement. Et on est en mode, ouais, c'est normal, la victime. Non, c'est juste que Dylan s'est bien défendu dans un sens. Mais c'est quand même Norman qui a attaqué. Parce que, bon, il était super vexé qu'ils traitent aussi mal leur mère. Vous voyez comme, au bout du compte, c'est difficile d'être complètement d'un côté ou de l'autre, en fait, hein. De mon point de vue, c'est difficile, mais voilà, ça met en place pas mal de points. Notamment aussi le fait qu'il va se mettre dans une affaire un petit peu louche, puisqu'il se passe d'autres choses, évidemment, notamment autour de cette ville où il se trouve. Maintenant, puisque juste après, le même jour, le même matin que Dylan arrive, c'est une sacrée coïncidence. Il y a le père de Bradley qui s'est fait cramer sa voiture avec lui dedans. Ce
ce qui n'est pas très agréable, hein. Donc ça passe juste devant le motel, évidemment, en plus, ce qui est là aussi un gros comme par hasard, on va pas se le cacher. Donc il y a Bradley qui est là, et il y a Norman qui aide un petit peu à le sortir de là, et juste attend pour qu'il soit dans le coma, brûlé au 3e degré, ce genre de truc. C'est pas globe pour elle. Et donc oui, on va commencer à mener l'enquête. Et en même temps qu'on mènera l'enquête, on verra qu'il y a également le pick-up du gars qui a commencé à violer Norma, quoi, qui est là. Et il va être porté disparu parce que ça fera quelques jours qu'il sera plus revenu, quoi. Donc oui, quand même, le pick-up, il est pas loin de Bates Motel. En plus de ce qui vient de se passer, dites donc, ça tombe super mal. Donc il y a le shérif qui s'appelle Romero, au passage. C'est marrant. Et il me semble qu'il y a un autre personnage dont on a donné le nom, et c'était Carpenter. Et sans doute qu'il y en a d'autres qui me parlent, pas parce que je suis pas un grand connaisseur, mais ça sent clairement que ça veut faire des références aux grands réalisateurs du cinéma d'horreur, hein. Se sent un petit peu. Donc, ce gars commence à avoir quelques petits doutes sur Norma, en lui demandant est-ce que vous avez déjà vu Keith Summers? Et elle dit non, mais alors qu'en fait, si, ils sont déjà vus une fois, hein, plus ou moins publiquement, hein, donc pas le moment où elle l'a buté, évidemment. Et donc, étant donné qu'elle a occulté ça, il commence à être un petit peu soupçonneux, ce qui va amener quelques petites tensions entre eux. Et elle va essayer, puisque pour l'instant, quand même, il n'y a pas de doute très fort sur elle, il n'y a pas de soupçon très, très fort sur son implication dans quoi que ce soit de louche quand même, mais des doutes tout de même. Elle essaye de prendre la température en se rapprochant de l'adjoint, je ne sais plus comment il s'appelle lui, avec qui elle va essayer de nouer un petit truc. Hein, on sent qu'elle le dragouille, on sent qu'il y a peut-être un truc entre eux, qu'elle le manipule plutôt alors que lui tombe plutôt bien là-dedans. Et elle va essayer un petit peu d'avoir des infos sur ce qui se passe, déjà de savoir un peu ce que pense Romero à travers lui, mais ouais, il va un petit peu la renseigner sur ce qui se passe dans le coin, sur le fait que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens riches ici, alors que la spécialité locale, c'est la viande et les légumes bio. Pas de quoi vous rendre méga riche en règle générale. Donc, c'est un petit peu louche. Et donc, il essaie un peu de lui faire comprendre qu'il y a une sorte d'organisation beaucoup moins légale derrière certaines entreprises du coin, et qui mettent en avant leur propre économie, ce qui implique trafic en tout genre, notamment de drogue, comme on le verra illustré dans une autre sous-intrigue. Mais ouais, ça met en place un petit peu ce truc-là, alors que on verra à la toute fin de l'épisode, autant le dire tout de suite, parce que je trouve pas que le cliffhanger soit si notable que ça, mais on montre qu'il y a un côté œil pour œil, dent pour dent. En gros, ce serait une sorte de concurrent qui s'est attaqué au père de Bradley, et ben les hommes qui bossent pour Bradley ont fait une petite vendetta envers possiblement les concurrents, en embauchant au passage Dylan qui passait pas là, qui a rencontré un mec qui bossait pour le père de Bradley, et qui n'avait pas de problème à prendre part à un job un petit peu louche de ce qu'on en voit pour l'instant, pour faire quelque chose de pas très légal. Pour l'instant, ça reste un petit peu flou, hein, c'est pas clair, mais c'est pas impossible qu'il ait participé à cette espèce de contre-attaque. Et donc, ouais, ça met en place que c'est un système très corrompu dans cette ville. Et que oui, ça n'a pas grand chose à voir avec les Bates, quoi. Et c'est un peu. Je ne sais pas quoi en penser. C'est pas mal fait dans la présentation, c'est juste que ça ôte pas un tout petit peu de poids au fait que c'est censé être centré sur les Bates. C'est quand même la psychologie d'une famille un petit peu tarée qu'on doit suivre. Donc le fait d'inclure Dylan, par exemple, là-dedans, ce grand frère qui est détaché du reste, je trouve que c'est pas dégueulasse du tout, c'est intéressant, mais ça, j'avoue que j'ai un petit peu... je sais pas, je dis pas que c'est mauvais, c'est pas mal fait du tout, mais c'est peut-être pas forcément le point de focalisation le plus intéressant à mettre dans la prémisse qu'on nous donne, en fait. Je sais pas, faut voir comment ça sera traité par la suite, mais je sais pas. Je trouve que c'est pas forcément la meilleure chose à développer, ça.
Enfin bref, du côté de Norman, il va se passer quelques petits trucs, notamment il va essayer d'épauler un tout petit peu Bradley pour son père qui est donc aux urgences, mais il y a son petit copain, là ça a l'air d'être assez clair, qui essaye un petit peu de l'empêcher. Et une fois de plus, on fait quelque chose de pas trop mal, quoi. Le mec, c'est pas un connard fini. On sent dans la vibe qui renvoie qu'il a pas envie qu'il approche trop sa meuf, dans un sens, mais il le fait pas savoir de façon grossière dans ta gueule ou menaçante. Même si ça amène une petite frustration de Norman, parce que déjà dans sa tête, on sent que c'est un petit peu partagé. D'un côté, il a cette espèce d'attirance qu'il ne veut pas s'avouer envers sa mère, et sa mère aussi ressent ça, quoi, dans un sens. Il dit c'est normal qu'on soit un peu intime, mais pas de la façon dont tu crois, Dylan, parce que voilà, on est mère et fils. Ça reste un peu limite, c'est pas le même niveau qu'on a vu dans Psychos 4 pour l'instant, mais ça reste un tout petit peu limite. Et en même temps, c'est désir de son âge, quoi, de sortir avec une fille de son âge. Et ouais, ça peut pas passer avec Bradley, mais ça pourrait peut-être passer avec Emma. Voilà, elle s'appelle Emma, pas Anna, mes excuses, je m'étais trompé la première fois. Puisque elle, apparemment, elle a flashé sur lui. Elle a un peu insisté pour faire une espèce de préparation de poème avec lui. Donc, elle vient chez lui. Norma est assez vache de présentation, c'est-à-dire qu'elle l'interroge clairement sur ce qu'elle a, sa mucoviscidose par exemple, comment ça marche, etc., etc. En mode, t'es qui, d'où tu viens, t'es là depuis combien de temps? Je dis, waouh! Ah, après, on sent la mère un peu possessive là-dedans, hein. Je veux pas que mon fils sorte avec n'importe qui dans un sens. Mais c'est un peu typique, on va dire. Et disons que ça colle totalement avec le côté cassant que doit jouer sa mère dans sa vie à Norman. Donc j'avoue que là, ça aurait pu être un petit peu lourd, ce côté mère vaguement stéréotypée qui est surprotectrice envers son enfant par rapport aux personnes avec qui il traîne, notamment les filles. Cette partie-là est un petit peu un petit peu justifié dans la psychologie qu'on va mettre en place chez le personnage par la suite. Enfin bref, il va traîner un petit peu avec Emma, feront leur poème ensemble, mais on s'en fout de ça. Le plus important, c'est que elle a trouvé le carnet qu'il a trouvé. Il a trouvé un carnet dans cette maison, et c'est des illustrations assez chaudes, dans un sens, hein, de filles qui sont ficelées, en petite tenue, ce genre de truc. Et ouais, il n'osait pas un petit peu montrer ça, mais elle est tombée dessus, Emma, et elle voit tout de suite le truc en disant, ouais, attends, j'ai vu des mangas pires que ça, rassure-toi. Oh, moi aussi, largement, meuf. Largement. Et elle décide de l'emporter chez elle pour l'étudier un petit peu, et elle va appeler Norman pour participer à une petite chasse aux indices, parce que en faisant quelques petites recherches, ce carnet semble décrire un trafic d'êtres humains d'il y a je sais pas combien de dizaines d'années. Et elle veut lui en parler, lui en faire part. Elle l'invite chez lui, en parlant de son père aussi, qui est un ancien taxidermiste. Est-ce que c'est la seule chose que vous mettrez en place sur ce côté de Norman Bates du film? C'est-à-dire que oui, la taxidermie, c'est un de ses dadas à Norman Bates. Et là, c'est juste une petite référence comme ça. Un personnage qui aimait la taxidermie, il ne le fait plus. Je ne sais pas. Je trouverais ça un peu dommage que ce soit juste ça, mais bon. Enfin bref, elle raconte le fait avec des petites recherches qu'il y a quelques décades de ça, on aurait exploité des filles sur le marché sexuel, évidemment. Il y en a une qui est morte à cause du mauvais traitement et on l'a fait enterrer par les autres filles. Voilà, bon, une grosse enculée, quoi. Et à la fin, on les a vendues comme esclaves sexuels individuellement. Ah, ça devait être génial, hein, la vie de ces jeunes femmes. Et elle n'a que ce carnet pour l'instant, qui n'est pas une preuve, mais qui pourrait aiguiller vers quelque chose, puisque les illustrations semblent indiquer un coin de la forêt. Et elle se dit, ouais, est-ce qu'on pourrait pas faire des recherches ensemble? En lui sautant au visage, en mode, ah, tu m'attires trop, et en l'embrassant. Donc, sur le coup, il va plutôt partir sur cette fille-là, Norman. Les filles sont très intéressées. Donc, une fois de plus, je sais pas ce qu'il a, je sais pas quelle vibe il renvoie pour qu'il y ait autant de filles qui aient envie de se le taper, ce mec. J'en sais rien, ça fait très bizarre pour moi. J'ai jamais eu autant de chance, moi, hein. Ah là là, qu'est-ce que j'ai mal fait, moi, quand j'avais son âge.
Ah, peut-être que je suis pas assez psychopathe, j'en sais trop rien. C'est pareil avec Bradley dans l'épisode 1, à un moment donné, elle dit ouais tu es spécial, différent, il y a quelque chose de spécial qui émane de toi. Ce côté futur psychopathe, je sais pas trop ça. Ça m'excite un petit peu. Enfin bref, il décide d'aller enquêter avec elle et on fait un peu le lien avec donc ces trafics illégaux puisqu'ils tombent sur un champ de cannabis sans le vouloir et sont coursés par deux mecs avec des fusils. Donc c'est le moment un peu suspense pour montrer que ouais, c'est une ville corrompue. Voilà, avec donc ce côté un petit peu un peu sale autour d'Emma, puisque étant donné qu'elle a un peu de mal à respirer avec la maladie dont elle souffre, et ben ça rajoute du suspense. Mais dès le début, on se dit que oui, il va pas crever normal, mais peut-être qu'elle, ça va aller vite. Je ne sais pas trop pour l'instant, mais pour l'instant, il se barre juste et il n'y a rien de plus qui est dit. Il y a du conflit qui se fait autour de Dylan, mais c'est pas encore terminé avec lui. Hein, puisqu'il fait un petit chantage à Normand en lui disant qu'il la soupçonne assez fortement d'avoir fait quelque chose pour la mort de son dernier époux. Là aussi, ça reste flou pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, beaucoup de choses qui restent en suspens, et c'est normal, puisque c'est une série de 10 épisodes, hein, ça va pas se résoudre comme ça, donc c'est plutôt efficace dans ce que ça met en place. Pour l'instant, je déteste pas, vraiment, j'apprécie bien, c'est juste, est-ce que je vais être totalement pris dans le délire autour de la pègre de cette ville ou pas? Je sais pas trop, on verra. En tous les cas, à bientôt pour l'épisode 3, bye!